Nous sommes le 19 août 2009, au championnat du monde d'athlétisme à Berlin. On est à la meilleure place, là, je te le dis. Ça aurait pas été plutôt à la ligne d'arrivée? La coureuse qui s'avance vers la ligne de départ s'appelle Caster Semenya. Cheveux courts, regard déterminé, elle s'apprête à s'élancer sans savoir que cette course va changer sa vie et provoquer un intense débat dans le monde du sport et au-delà. Bah, elle a quoi de si spécial? Tais-toi! La course va commencer. Personne aujourd'hui ne sera en mesure de la battre. Elle remporte le 800 mètres en 1 minute 55 secondes 45 centièmes et établit la meilleure performance mondiale de l'année, battant son propre record de plus d'1 seconde. Waouh, trop rapide! T'as vu quelque chose, ça? C'est incroyable ce qu'elle a fait! Et c'est là tout le problème. Devant son ossature large et ses performances impressionnantes, un doute s'installe. On scrute sa démarche, on ausculte sa physionomie. La suspicion envahit le stade. Et si c'était un homme? J'ai entendu dire que vous étiez un homme. C'est vrai? Tant qu'on y est, il avait qu'à demander aux perdantes. J'ai entendu dire que vous étiez des femmes. C'est vrai? La mise en doute du sexe des athlètes féminines ne date pas d'hier. Dès les années 30, elles commencent à faire l'objet d'une surveillance étroite, presque paranoïaque, lorsque leurs performances détonnent avec les normes de l'époque ou se rapprochent trop de celles de leurs homologues masculins. Comme par hasard. De nombreuses femmes sont suspectées d'être des hommes déguisés. Et les motifs sont parfois futiles. En 1934, par exemple, le président du Comité international olympique demande l'exclusion d'une athlète dont la voix est jugée trop grave et les pieds trop grands. Fin du bal, ma jolie. Ça coince. Dans les années 1960, les protocoles se multiplient et une véritable police du sexe se met en place. Elle vise à garantir que les femmes qui concourent sont bel et bien des femmes. Il faut aussi rappeler que le contexte de compétition féroce qui caractérise cette époque n'aide pas à clarifier la situation. D'un côté comme de l'autre, on soupçonne les adversaires de vouloir tirer profit de la confusion des genres. Lors des championnats d'Europe de Budapest en 1966, on demande aux athlètes femmes de se soumettre à un examen gynécologique et morphologique. Elles se présentent nues, devant des médecins censés être des femmes, ce qui n'était pas toujours le cas. Et on les ausculte les unes après les autres. À la chaîne! C'est affreux! Ah, j'avoue, c'est violent. On finit par opter pour une méthode jugée moins intrusive, l'analyse des chromosomes. L'idée est simple. Puisque les femmes possèdent 2 chromosomes X, contrairement aux hommes qui possèdent un chromosome X et un chromosome Y, il suffit de vérifier le génotype chromosomique des athlètes. Mais ce test, appelé test de Barr, pose un autre problème. Étant donné qu'il ne détermine le sexe qu'en fonction des chromosomes, les athlètes qui se considèrent comme femmes et qui portent des chromosomes atypiques, de type XXY ou XO, sont exclus des compétitions. Ça aussi, c'est un peu violent. En 1992, cette méthode est remplacée par un examen génétique qui vise à détecter chez les athlètes la présence du gène SRY, spécifiquement impliqué dans le développement des testicules. Enfin, en 2005, toutes les formes de vérification du sexe sont abandonnées par le CIO, sauf cas exceptionnels. Du coup, c'est réglé. Pas sûr. Je trouve qu'il reste une autre question fondamentale. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un individu? La société a longtemps eu sur cette question une position binaire. Il y a des hommes et des femmes. On est soit l'un, soit l'autre. Or, la biologie ne se contente pas de cette réponse. Pour elle, le sexe biologique ressemble à un continuum avec à ses 2 extrémités des sexes clairement définis et, entre les deux, toute une variation de cas intermédiaires qu'on appelle les intersexes. Comme Caster Semenya, par exemple. Exactement. Et du coup, ça s'est bien terminé pour elle? Malheureusement non. Après son exploit au championnat du monde de Berlin, la Fédération internationale d'athlétisme
décide de soumettre la sportive à des tests génétiques pour mettre fin à la polémique. Or, les tests révèlent une production inhabituelle de testostérone, 3 fois plus que la moyenne des femmes, et un génotype chromosomique XY. Autrement dit, Caster Semenya présente des traits masculins, dits hyperandrogènes. Les instances sportives décident qu'il serait inéquitable qu'elle concourt dans la section féminine et l'athlète est privée de compétition pendant près d'1 an. Mais c'est scandaleux! Sa famille fulmine, rend public son acte de naissance et insiste. L'athlète est une femme et a été élevée comme une femme. Heureusement, le vent finit par tourner en sa faveur et elle est autorisée à prendre part aux Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est même elle qui porte le drapeau sud-africain lors de la cérémonie d'ouverture. Elle finit 2e derrière une coureuse russe. Puis, en 2016, elle prend sa revanche et devient championne olympique du 800 mètres. Dans les dents, la fédé d'athlétisme. Ils ont dû la laisser tranquille après ça. Non. En 2018, la Fédération internationale d'athlétisme durcit son règlement et elle décide, en vertu du principe d'équité, d'imposer aux athlètes hyperandrogènes de se soumettre à un traitement qui doit artificiellement faire baisser leur taux de testostérone. What? D'ailleurs, ces mesures s'appliquent en particulier aux disciplines qui concernent Caster Semenya, le 800 mètres et le 1500 mètres. Parce qu'on estime qu'un taux de testostérone élevé n'est avantageux que sur ces 2 distances. Mais c'est de la discrimination! Et Caster Semenya n'a pas l'intention d'attendre les bras croisés. Allez, te laisse pas faire, Caster. Pas toi. Elle saisit d'abord le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Équitable. Puis le tribunal fédéral suisse. Pas de vice de procédure. Et enfin, la Cour européenne des droits de l'homme. Laisse-moi deviner. Pas abouti? Oui, la procédure est encore en cours. Et pendant ce temps-là, Caster continue à courir. Elle essaie. Puisqu'elle ne peut plus courir le 800 mètres, elle tente le 5000 mètres. Mais comme elle n'est pas très familière de cette distance, elle échoue à se qualifier pour les Jeux olympiques en juin 2021. Quelle histoire de dingue! Oui, surtout que même des scientifiques la soutiennent. Disqualifier une athlète sur la base de son niveau de testostérone, c'est aussi peu scientifique que d'interdire à un basketteur de jouer parce qu'il est trop grand. Toujours ce même problème d'équité. Sans même parler des différences entre les sexes, les différences génétiques entre les individus d'un même sexe peuvent être très grandes. Le cas du basketteur plus grand que les autres est emblématique. Mais on peut se poser la question pour toutes sortes de cas de figure. Mais ces avantages génétiques n'expliquent quand même pas toujours tout. Prends l'exemple des Éthiopiens et des Kenyans qui dominent la course à pied depuis des décennies. Des études montrent qu'ils possèdent des mollets plus légers que la moyenne, un tendon d'Achille plus long et une masse graisseuse plus faible, ce qui leur permet un meilleur rendement dynamique. Mais il est vrai aussi que la course à pied est, dans cette région du monde, un des sports les plus accessibles et prestigieux. Autrement dit, ils ont un avantage génétique sur leurs adversaires, mais également un avantage culturel. Vu comme ça, on peut quand même se demander si le discours du CIO et de la Fédération internationale d'athlétisme pour disqualifier Caster est vraiment cohérent. D'un côté, il est nécessaire qu'il existe certaines catégories. Ce serait inéquitable, en boxe par exemple, qu'un poids plume se batte contre un poids lourd. De l'autre, il est tout à fait naturel, et c'est même la base de la compétition, que les athlètes aient des forces et des faiblesses différentes. Bah alors, où est-ce qu'on trace la ligne? Le mot de la fin revient à Caster Semenya. Tout ce que nous voulons, c'est être autorisés une fois pour toutes à courir librement, comme les femmes fortes et courageuses que nous sommes et avons toujours été.